Aux funérailles de mon père, mon frère ricana. Il ne lui a rien laissé ou elle n'a jamais compté pour lui. L'avocat ne dit rien. Je restai silencieuse. Puis une infirmière s'avança, leva une enveloppe et dit: il m'a demandé de lui remettre ceci, à elle et à elle seule. Ce qu'il y avait dedans a fait taire tout le monde. Même mon frère est devenu livide. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Aux funérailles de mon père, pendant que tout le monde était silencieux, tête baissée, mon frère s'est penché et a murmuré quelque chose qui m'a glacé le sang. Il ne lui a rien laissé, a-t-il dit, assez fort pour que quelques personnes autour de nous entendent. Elle n'a jamais rien signifié pour lui. Je n'ai pas réagi, je n'ai même pas tourné la tête. J'ai juste regardé droit devant moi, les mains serrées sur mes genoux, l'estomac noué, mais je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir craquer. J'étais venu dire adieu, rendre un dernier hommage, même si ma relation avec mon père avait été compliquée, distante, principalement silencieuse, parfois douloureuse. Mais je ne m'attendais pas à une telle cruauté de la part de mon propre frère, pas aujourd'hui. Lance a toujours su comment remuer le couteau dans la plaie. Il était le favori de mon père, le fils prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Il a hérité de l'entreprise, de la maison, de la fiducie. Moi, je n'ai hérité que du silence. Après la cérémonie, l'avocat l'a confirmé, tout avait été laissé à Lance, jusqu'au dernier dollar. Il était assis là, suffisant, prétendant être en deuil, mais ses yeux brillaient comme s'il avait gagné un prix. Je suis restée silencieuse. À quoi bon se disputer avec les morts? Mais juste au moment où l'avocat commençait à ranger ses papiers, une infirmière que je n'avais jamais vue s'est avancée. Elle semblait nerveuse mais déterminée, tenant une petite enveloppe blanche. Elle a demandé: « Êtes-vous Amira Thorne ?» J'ai hoché la tête. Il m'a demandé de vous remettre ceci, à vous et uniquement à vous. Et c'est là que tout a changé. Je n'avais pas vu mon père depuis près de 2 ans avant les funérailles, pas depuis notre dernière conversation qui s'était terminée en silence. Pas de cris, pas d'éclat final, juste la déception tranquille de 2 personnes qui ne s'étaient jamais vraiment comprises. Son nom était David Thorne. Pour la plupart des gens, c'était un homme respecté, un homme d'affaires avisé, cofondateur d'une société financière, donateur à 3 œuvres caritatives locales et l'incarnation du contrôle et de l'ordre. Mais pour moi, il était tout autre chose, une absence. C'était l'homme qui m'avait élevé sans jamais vraiment me voir. Mon frère, Lance, était différent. Il était l'image même de mon père à tous égards, confiant, raffiné, axé sur les objectifs. Il a rejoint l'entreprise de papa dès sa sortie de l'université, a été promu en moins d'1 an et a commencé à porter des costumes qui coûtaient plus cher que ce que je gagnais en un mois. Il savait parler le langage de papa, chiffres, résultats, héritage. Moi non. J'étais la fille qui avait choisi l'écriture, qui avait quitté la ville et n'était jamais revenue pour les fêtes de famille. Je suis devenue l'étrangère dont il parlait en phrases courtes et sèches. Quand j'étais petite, mon père était réservé. Ma mère, Élise, était la chaleur de la maison. Elle chantait en pliant le linge, nous embrassait sur le front même quand nous ne voulions pas, laissait des petits mots dans nos boîtes à lunch avec des smiley et de courts poèmes. Quand elle est morte, j'avais 10 ans, Lance en avait 13. Ces funérailles ont semblé marquer le début de quelque chose que nous ne pouvions nommer mais que nous ressentions chaque jour par la suite. La maison est devenue plus froide. Mon père est devenu un homme aux routines strictes et aux brefs hochements de tête en guise de câlin. Lance s'est adapté. Pas moi. Au fil des ans, j'ai essayé, vraiment. J'ai rapporté à la maison des histoires que j'avais écrites, j'ai obtenu des bourses, j'ai été diplômé plus tôt, j'ai soumis ma première nouvelle à un concours national. Je me souviens la lui avoir tendue un soir au dîner, excité, attendant sa réaction. Il ne l'a même pas ouverte. Il l'a repoussée et m'a demandé si j'avais envisagé un vrai travail. Cette nuit-là, j'ai cessé d'essayer de lui prouver quoi que ce soit. Notre dernière conversation a eu lieu il y a 2 ans. J'avais appelé pour lui dire que je déménageais dans le Vermont pour un poste d'enseignante en écriture créative. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. J'espérais que, peut-être, cette fois, il serait fier. Mais tout ce qu'il a dit, c'est « Alors, tu fuis toujours tes responsabilités ?» Je lui ai dit qu'il ne savait pas qui j'étais. Il a répondu « Peut-être que je ne veux pas le savoir. » Et ce fut tout. Nous ne nous sommes plus jamais parlé. Alors, quand je me tenais debout dans l'église, entouré de gens en costumes sombres et aux expressions rigides, je ne savais pas quoi ressentir. Le chagrin était là, oui, mais il n'était pas pur. Il était mêlé de ressentiment, de culpabilité, de confusion.
J'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu, et c'était une douleur étrange. Lance se tenait près du cercueil comme s'il organisait l'événement. Il serrait des mains, offrait de courts sourires répétés, hochait poliment la tête. Quand je suis arrivé, il m'a dévisagé comme si j'étais une étrangère qui était entrée par hasard. « Je ne pensais pas que tu viendrais », a-t-il dit. « C'est courageux, compte tenu des circonstances », ai-je répondu. « Compte tenu de quoi ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu, s'est juste éloigné, comme si j'avais déjà perdu une compétition invisible à laquelle je n'avais jamais accepté de participer. Pendant la cérémonie, j'ai regardé les gens pleurer. Certains parlaient de la générosité de mon père. Un homme a dit qu'il l'avait encadré pendant des années et que cela avait changé sa vie. Un autre l'a qualifié de pilier de la communauté. J'écoutais, me demandant si nous avions connu le même homme. La lecture du testament était prévue juste après la cérémonie. Elle a eu lieu dans une salle annexe du funérarium. L'avocat, M. Carlyle, était professionnel, vieille école, avec une mallette qui semblait plus vieille que moi. Il nous a salués, a ouvert un dossier et a commencé à lire. À mon frère, tout. À moi, rien. Aucune explication, aucune note, aucune reconnaissance. Je m'attendais à la déception, mais l'entendre à voix haute m'a fait plus mal que je ne l'imaginais, comme s'il avait saisi une dernière chance de m'effacer, et que cette fois, ce serait définitif. Lance s'est tourné vers moi avec ce sourire narquois que je connaissais depuis l'enfance, celui qui disait qu'il avait encore gagné et que je ne le rattraperais jamais. Là, je suis resté, anéanti, seul, le regardant savourer sa victoire. Et puis, une femme que je n'avais jamais vue, une infirmière, s'est avancée, tenant une enveloppe blanche à la main. Elle a demandé « Êtes-vous Amira Thorne ?» J'ai répondu « Oui ». Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Votre père m'a demandé de vous donner ceci, à vous et uniquement à vous. » Au moment où l'infirmière m'a tendu l'enveloppe, l'atmosphère dans la pièce a changé. Son badge indiquait « Malry » et son visage était marqué par la gentillesse et autre chose, un air protecteur, comme si elle gardait quelque chose d'important. Elle n'a jeté un regard à personne d'autre, pas même à Lance qui se tenait à quelques pas seulement. Ses yeux sont restés fixés sur moi. « Votre père a été très clair », a-t-elle dit. « C'est pour vous, personne d'autre. » Lance s'est avancé, l'irritation perçant sous sa façade polie. « Pardon, qui êtes-vous déjà ?»« Je suis l'infirmière Malry. J'ai pris soin de votre père durant les dernières semaines de sa vie. » Lance a forcé un sourire poli. « Alors je suppose que vous êtes familière avec son testament. Tout est réglé. » Malry n'a pas bronché. Il a aussi laissé ceci. Il me l'a donné directement et a dit que cela ne devait être ouvert que par sa fille, Amira. Monsieur Carlyle, l'avocat, a haussé un sourcil. Je n'ai été informé d'aucun document supplémentaire. Malry a ouvert son sac et en a sorti une enveloppe blanche scellée. Elle était légèrement usée au coin. Mon nom était écrit sur le devant à l'encre noire épaisse. Son écriture. Impossible de se tromper. Je l'ai prise sans dire un mot. Lance a ricané. C'est ridicule. Probablement des sornettes sentimentales. Ça ne change rien. Je me suis tourné vers lui, calme en apparence, mais luttant pour garder ma voix stable. Alors pourquoi as-tu l'air nerveux ? Il n'a pas répondu. Je me suis assise et j'ai fixé l'enveloppe. Mes doigts tremblaient, mais je la tenais fermement. Je n'étais pas prête à l'ouvrir. Pas encore. Il y avait trop de regards, trop d'intérêts divergents. J'avais juste besoin de respirer un instant. La pièce était silencieuse, tendue, comme si le testament avait été une performance et que cette enveloppe venait interrompre le scénario. Lance faisait les 100 pas. Monsieur Carlyle semblait mal à l'aise. Même certains de nos parents éloignés s'agitaient sur leurs chaises, ne sachant quoi dire. Malry a brisé le silence. « Votre père n'était pas un homme parfait, dit-elle, la voix basse mais ferme. Mais ces dernières semaines, il a essayé de faire la paix avec ça. Il parlait souvent de vous, Amira. Pas de vos échecs, mais de votre force. De la façon dont il aurait souhaité vous avoir vu plus tôt. » J'ai cligné des yeux, incertaine de comment encaisser cela. Ça ne correspondait pas à l'homme que j'avais connu, celui qui manquait les récitals, oubliait les anniversaires, restait tard au travail pour éviter les conversations au dîner. Et pourtant, elle était là, une étrangère, me disant qu'il avait pensé à moi dans ces derniers jours. Lance n'en pouvait plus. Peu importe ce qu'il y a dans cette lettre, ça n'a aucune valeur légale. La succession est déjà transférée. Je me fiche de la succession, ai-je dit. Il ne s'agit pas d'argent. Mais ce n'était pas entièrement vrai.
Il ne s'agissait pas de l'argent lui-même, mais de ce qu'il représentait, la reconnaissance, l'inclusion, un signe que je comptais pour l'homme qui m'avait toujours tenu à distance. Monsieur Carlyle s'éclaircit la gorge. Techniquement, rien en dehors du testament ne peut affecter la répartition des actifs. Mais s'il existe des preuves d'une dernière volonté, surtout venant d'un témoin médical, cela pourrait compliquer les choses. Lance s'est retourné contre lui. Vous êtes avocat, vous devriez savoir mieux que de prêter attention à ça. Je suis aussi un officier de justice, répliqua froidement Carlyle. Et s'il y a une vidéo ou un témoignage signé, cela mérite d'être examiné. Mallory a de nouveau fouillé dans son sac. Il m'a demandé d'enregistrer quelque chose. Il ne pouvait plus signer physiquement un nouveau document, mais il voulait que ces mots soient enregistrés. Il a dit, ils le croiront s'ils l'entendent de ma bouche. Mon cœur battait la chamade. J'ai de nouveau regardé l'enveloppe, toujours scellée dans ma main. Mon père n'avait jamais été un homme sentimental, mais peut-être qu'à la fin, il avait changé. Peut-être qu'il m'avait enfin vu, non pas comme un fardeau ou une déception, mais comme sa fille. Comme quelqu'un qui valait la peine qu'on lui tende la main. Je veux l'ouvrir seul, ai-je dit. Lance a levé les yeux au ciel. Bien sûr que oui. Je ne fais pas ça pour faire du cinéma, ai-je dit. J'ai besoin de savoir ce qu'il essayait de dire. Et je ne laisserai pas ton amertume gâcher ça. Il n'a pas répondu, c'est juste détourné, la mâchoire serrée. Alors que je sortais de la pièce, l'enveloppe serrée dans ma main, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas la victoire, ni même l'espoir. La clarté. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, c'était pour moi. Et personne ne pouvait me l'enlever. Je suis sorti et me suis dirigé vers le jardin du funérarium, un endroit tranquille niché derrière le bâtiment où personne ne m'a suivi. Pour la première fois de la journée, je pouvais respirer. Je me suis assise sur un banc en bois près de la fontaine, mes doigts traçant le bord de l'enveloppe. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Le papier était doux, usé au coin, comme s'il avait été manipulé plus d'une fois. Mon nom était écrit de l'écriture distincte de mon père, anguleuse, inchangée. Pendant des années, je m'étais dit que je n'avais besoin de rien de lui, ni amour, ni approbation, ni réponse. Mais j'avais tort. J'avais besoin de ça. Pas seulement l'enveloppe. J'avais besoin de savoir que je n'étais pas invisible à ses yeux. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, une clé en laiton et une petite photographie. La photo était ancienne. J'ai reconnu l'instant immédiatement. J'avais 6 ans, assise sur les genoux de ma mère, couverte de peinture. Elle souriait, tenant mes mains, toutes deux tachées de bleu et de vert après une de nos séances d'art du week-end. C'était mon père qui avait pris cette photo, je m'en souvenais maintenant. Il s'était avancé dans l'embrasure de la porte, l'avait prise rapidement et avait de nouveau disparu. La lettre commençait simplement. Amira, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas trouvé le courage de dire ce que je devais dire de mon vivant. J'ai échoué à bien des égards, mais mon plus grand échec a été la façon dont je t'ai traité. Mes mains tremblaient. J'ai cligné des yeux et continué à lire. Je me disais que je te préparais pour le monde, que te garder à distance t'endurcirait. Je vois maintenant que j'avais simplement peur. Tu me rappelais trop ta mère. Trop brillante, trop passionnée, trop vivante. Je ne savais pas comment gérer ça, alors je t'ai repoussé. Lance s'intégrait dans mon monde. Toi, jamais. Mais ce n'était pas ta faute. C'était la mienne. Après le diagnostic de cancer, j'ai commencé à écrire des lettres, à regarder de vieilles cassettes, à lire tes histoires. Je les ai toutes gardées, même celles dont je t'ai dit qu'elles n'avaient pas d'importance. J'ai gardé ton premier texte publié dans un tiroir de mon bureau. Je l'ai lu plus de fois que je ne peux compter. Je ne savais simplement pas comment te dire que j'étais fier. La clé ouvre le coffre en cèdre dans le placard de mon bureau. À l'intérieur se trouvent les journaux de ta mère, ses peintures, et mes propres tentatives d'excuses. Je voulais changer le testament pour refléter la vérité, mais j'ai attendu trop longtemps, et ma santé a décliné plus vite que prévu. Pourtant, j'ai demandé à l'infirmière Mallory de m'aider à enregistrer mes dernières volontés. J'avais besoin que tu aies ceci, car l'héritage que je veux laisser n'est pas l'argent ou les biens. C'est la vérité. Tu n'as jamais été une déception. Tu étais la partie de moi que j'aurais aimé avoir le courage d'embrasser. Je suis désolé. Je t'aime. Papa. Je l'ai lu 2 fois avant de pouvoir respirer à nouveau. Les mots pesaient sur ma poitrine, comme un poids et une libération à la fois. J'avais passé des années à construire une armure pour me protéger d'un père qui n'avait jamais semblé s'en soucier, et maintenant, tout cela s'effilochait entre mes mains. Ce n'était pas une rédemption.
Ce n'était pas suffisant pour effacer les années de silence. Mais c'était réel. C'était quelque chose. Une clé en laiton reposait dans ma paume, chaude de ma poigne. Je savais exactement où elle allait. Le coffre en cèdre dans son bureau était verrouillé depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Je lui avais posé une question à ce sujet une fois, quand j'avais 13 ans. Il m'avait dit que ce n'était que de vieux dossiers. Je n'ai jamais redemandé. Je me suis levé et j'ai regardé en arrière vers le funérarium, où Lance était probablement encore en train de se disputer avec M. Carlyle, essayant de garder le contrôle. Il avait toujours été obsédé par le contrôle, par le fait d'être celui qui gagnait. Mais ce n'était plus un jeu. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. J'ai marché jusqu'à ma voiture, le cœur battant, non pas de peur, mais d'une étrange et puissante attraction. Je n'étais pas sûr de ce que je trouverais dans ce coffre, mais je savais que c'était pour moi. Quoi que mon père y ait caché, ce ne seraient pas des chiffres ou des contrats. Ce seraient des morceaux de lui, des morceaux d'elle, des morceaux de moi. Il ne s'agissait pas de récupérer un héritage, mais de reconquérir une histoire dont j'avais été exclu, une voix que j'avais longtemps cru inexistante. Et maintenant, j'étais enfin prête à l'entendre. J'ai conduit directement à la maison. Pas au cimetière, pas à la réception. Je n'avais plus rien à dire à Lance ou à quiconque tournoyait comme des vautours autour de la succession de mon père. La maison Thorne se dressait, silencieuse, au bout de sa longue allée. Elle avait exactement la même apparence que lorsque je l'avais quittée 10 ans plus tôt. Pierre grise, volets blancs, angle vif qui lui donnait plus l'air d'un palais de justice que d'une maison. Le porche a craqué sous mes chaussures alors que je déverrouillais la porte d'entrée. À l'intérieur, l'air était immobile, les meubles intacts, mis en scène pour les visites ou les photos d'héritage. Mais je connaissais le chemin. Mes pas ont trouvé le sentier vers le bureau sans réfléchir. Son bureau avait toujours été interdit. Quand nous étions enfants, nous n'avions même pas le droit d'y jeter un œil. Même après que j'ai grandi, la porte restait principalement fermée. Il avait toujours semblé être un coffre-fort construit autour de sa vie privée, sa vraie vie. La version qu'il ne partageait jamais. Je suis entré. La pièce sentait légèrement le cèdre et le papier. Son bureau était soigneusement rangé, sans poussière ni désordre. Tout avait sa place. Les murs étaient tapissés de livres, de diplômes, d'un article de journal encadré de l'époque où il avait été nommé l'un des meilleurs PDG de l'État. Et il était là. Le coffre en cèdre. Il se trouvait sous la fenêtre, exactement là où je m'en souvenais. Immobile, intact. Verrouillé. Jusqu'à maintenant. Je me suis agenouillé à côté et j'ai glissé la clé en laiton dans la serrure. Elle a tourné avec un léger déclic. Le couvercle s'est soulevé facilement. À l'intérieur se trouvaient des piles de dossiers, des rouleaux de toile, des albums photos et 3 journaux reliés en cuir, attachés par un ruban rouge délavé. L'odeur de vieux papier et de peinture séchée a rempli l'air. J'ai d'abord attrapé les journaux. Le nom de ma mère était écrit sur la page de garde intérieure de chacun, Elise Thorne. L'écriture était la sienne, fluide, lumineuse, pleine de vie. En feuilletant les pages, j'ai vu des poèmes qu'elle avait écrits pendant sa dernière année, des dessins de Lance et moi, des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. Elle écrivait sur ses espoirs pour nous, sa peur de mourir trop jeune et son désir que mon père montre plus de chaleur. Elle avait laissé des morceaux d'elle-même pour nous, et ils étaient restés cachés pendant plus de 20 ans. Je tenais toujours son 3e journal quand j'ai remarqué le dossier en dessous. Il était étiqueté de l'écriture de mon père, pour Amira. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque histoire que je lui avais envoyée, la nouvelle qui avait remporté la 2e place à mon concours universitaire, le poème que j'avais publié dans un magazine en ligne, même l'essai que j'avais soumis pour mes études supérieures. Il les avait imprimés, les avait annotés avec des notes dans les marges, des choses comme ouverture forte, imagerie saisissante, et une qui disait simplement « Celui-ci m'a fait pleurer ». J'ai couvert ma bouche et me suis adossé au mur. Cet homme, que j'avais cru ne jamais me voir, avait tout lu. Et il ne s'était pas contenté de lire, il avait compris. Il m'avait connu plus que je ne le réalisais, peut-être plus que je ne le lui avais permis. J'ai trouvé une clé USB au fond du coffre, étiquetée « Message final ». Je l'ai branché sur l'ordinateur portable qu'il avait laissé. Son visage est apparu à l'écran, plus mince que dans mon souvenir, les yeux fatigués mais concentrés. « Amira, commença-t-il. Je suis désolé de ne pas avoir dit cela plus tôt. Si tu regardes ceci, c'est que je n'ai pas survécu. Mais j'avais besoin de te parler directement, car une lettre ne me semblait pas suffisante. » Il marqua une pause pour reprendre son souffle, puis dit « Tu n'as jamais été une erreur. C'est moi qui ai échoué à te voir pour qui tu étais.
J'avais tellement peur de perdre le contrôle que je t'ai repoussé au lieu de te rapprocher de moi. Tout ce que j'ai caché dans ce coffre était pour toi. Pas seulement le contenu. La vérité. Les parts de ta mère que j'ai enterrées, les parts de moi-même que j'avais trop honte de partager. Peu importe ce que dit le testament, cette maison est à toi. Cette pièce est à toi. Ta mère le voulait ainsi, et maintenant, moi aussi. La vidéo s'est terminée sans cérémonie, juste le silence et l'image fixe d'un homme qui, finalement, dans ces derniers jours, avait fait face à ce qui comptait. Je suis restée assise là longtemps, sans pleurer, sans colère, juste immobile. Le genre d'immobilité qui vient après qu'une tempête soit enfin passée. Il ne m'avait pas exclu. Il ne savait simplement pas comment m'inclure jusqu'à ce qu'il soit trop laid. Mais il a essayé. Et cet effort, même tardif, signifiait plus que ce à quoi je m'attendais. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas une clôture, c'est un mythe, mais quelque chose de proche. Quelque chose de réel. Je suis resté dans la maison cette nuit-là. Je ne l'avais pas prévu. Je n'avais rien emporté, ne m'attendais à rien. Mais après tout ce que je venais de voir, l'idée de partir semblait fausse. J'ai fait un lit sur le canapé du salon et j'ai laissé le poids de la journée s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement du chagrin, ou du moins pas celui auquel je m'attendais. C'était plutôt quelque chose de lourd qui se dénouait en moi. Le matin, je suis retourné dans le bureau et j'ai rouvert les journaux de ma mère. J'ai lu jusqu'au lever du soleil. Sa voix transparaissait à chaque page, pleine de chaleur, d'esprit et d'un amour féroce. Elle voulait que nous grandissions courageux. Elle s'inquiétait de savoir comment nous nous en sortirions sans elle. Elle avait demandé à mon père, dans l'une de ses entrées, de s'assurer qu'Amira sache qu'elle comptait. Peut-être lui avait-il fallu trop de temps. Peut-être que les dégâts étaient déjà faits. Mais il avait essayé, à sa manière imparfaite, d'honorer cette promesse. 2 semaines plus tard, j'ai de nouveau rencontré M. Carlyle. J'ai apporté la lettre, la clé USB et la déclaration de Mallory. Il a écouté attentivement, puis a hoché la tête. Il y a suffisamment d'éléments ici pour contester le testament existant, a-t-il dit. Surtout avec la vidéo, et comme la maison n'a pas encore été officiellement transférée à votre frère, nous pouvons déposer une réclamation. Lance n'était pas content. Il a envoyé un court message par l'intermédiaire de son avocat, m'accusant d'exploiter le sentimentalisme et de saper les volontés de notre père. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait déjà parlé d'elle-même. La procédure judiciaire a pris du temps, mais à la fin, j'ai gardé la maison. Je ne voulais pas l'argent. J'ai laissé Lance le prendre. Qu'il garde l'entreprise, les comptes, le contrôle. Il pouvait rester dans son monde de marge bénéficiaire et de prestige. J'avais quelque chose de mieux. Quelque chose dont il n'avait jamais remarqué l'absence. L'héritage que mon père m'a laissé ne se mesurait pas en dollars. Il se mesurait en compréhension, en regret, en effort. Et en ce petit mot simple qu'il n'avait jamais prononcé auparavant, amour. J'ai transformé le bureau en salle d'écriture. Pas seulement pour moi, mais pour d'autres. Je l'ai ouverte 2 fois par semaine comme espace créatif pour les jeunes écrivains qui n'avaient nulle part où aller. Nous lisions les histoires de ma mère, nous peignions, nous rions. Nous écrivions des choses qui semblaient trop honnêtes et trop brutes pour les salles de classe ou les ateliers. C'est devenu quelque chose de réel, quelque chose de vivant. Un jour, j'ai trouvé un dossier caché au fond du coffre que j'avais manqué. Il était rempli de lettres que mon père avait écrites mais jamais envoyées. Certaines m'étaient adressées, d'autres étaient des notes pour lui-même. Elles n'étaient pas peaufinées, ni même cohérentes par endroits, mais elles étaient honnêtes. Et elles montraient un homme qui avait passé les derniers mois de sa vie à essayer de comprendre qui il avait été et qui il avait blessé. C'était la chose à laquelle je ne m'attendais pas seulement les excuses, mais l'effort derrière. Il aurait pu mourir dans le même silence où il avait vécu. Mais il ne l'a pas fait. Il a demandé à une infirmière de livrer quelque chose qu'aucun avocat ne pouvait livrer. Il a choisi les mots plutôt que la richesse, le sens plutôt que l'héritage. Ce choix a réécrit la fin de notre histoire. Quelques mois plus tard, j'ai publié un livre, un mémoire hybride, moitié mon écriture, moitié les journaux et œuvres d'art de ma mère. Au centre se trouvait la lettre de mon père. Je l'ai intitulé Le coffre sous la fenêtre, l'héritage d'une fille. Il n'a pas atteint les listes de best-sellers, il n'a pas fait les gros titres. Mais il a trouvé des lecteurs. Un jour, lors d'un événement littéraire, une adolescente s'est approchée de moi, agrippant son exemplaire comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Elle m'a demandé « Est-ce que votre père a lu vos histoires pendant que vous les écriviez encore ?» J'ai marqué une pause avant de répondre.
Puis j'ai dit, oui, mais pas au moment où j'en avais besoin. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait quelque chose que je ne m'attendais pas à ce qu'elle comprenne. C'était la vérité. Certaines personnes retrouvent leur chemin trop tard pour changer le passé, mais pas trop tard pour laisser quelque chose de significatif derrière elles. Mon père ne m'a pas élevé avec des mots, mais à la fin, il m'a laissé les siens. Et en choisissant d'ouvrir cette enveloppe, j'ai finalement ouvert la partie de ma vie que je croyais scellée à jamais. Et peut-être que c'est ce qui compte le plus, non pas comment une histoire commence ou même comment elle s'effondre, mais comment nous choisissons de porter la vérité une fois que nous l'avons enfin entre nos mains. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous avez aimé ou perdu, prenez une seconde pour aimer la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et laissez un commentaire ci-dessous. Je lis tout le monde et vos histoires comptent aussi. Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui restent avec vous longtemps après la fin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer la prochaine.